Donc je suis Pascal Percheron, je suis représentant de la société Dinabuy en Dordogne, l'agence Dinabuy qui est une centrale d'achat, mais j'ai également la responsabilité du développement de la société ProRef, qui est un générateur de business sur Internet, c'est-à-dire que nous permettons à nos clients de développer leur activité grâce à la présence sur Internet qui est le référencement naturel. Le référencement naturel, c'est ce qui va permettre à votre site Internet de se positionner sur les premières pages de Google qui correspondent aux produits et aux services que vos clients recherchent. Et c'est à ce titre que j'interviens aujourd'hui. Donc mes futurs clients avec Google, donc j'ai calibré l'intervention. La flèche, ça ne fonctionne pas, il faut que ça... C'est la page c'est Job Page Down. D'accord, merci beaucoup Michel. Donc on va commencer par un peu d'histoire pour bien qu'on comprenne l'importance d'Internet en si peu de temps. Il faut savoir qu'en 2001, seulement 17% des foyers en France étaient connectés. 15 ans plus tard, c'est 80% des Français qui sont connectés. Donc en 15 ans, ça a été une explosion Internet. Et au milieu de cette explosion sont apparus deux gros géants, Google, donc qui est un moteur de recherche, qui a été créé en 1995 et qui, en 2008, est devenu le moteur de recherche le plus utilisé en France. Et à ce jour, il possède entre 93 et 94 parts de marché, 94% des parts de marché, ce qui est énorme. Est arrivé un deuxième mastodonte, qui est Facebook, qui est un réseau social. Donc déjà, c'est un produit dont on ne pouvait même pas soupçonner l'existence quand on était jeune. Et il est devenu le plus gros réseau social au monde, avec plus d'1,8 milliard, c'est-à-dire 1,8 milliard d'utilisateurs sur la planète. Et en France, c'est quand même 31 millions de personnes qui utilisent Facebook. Ah oui, c'est Page Down. On parle aussi des Big Four. Le Big Four, ce sont les 4 plus grosses entreprises qui vivent de l'Internet. La première, c'est Apple. Apple, c'est 600 milliards de dollars. Milliards de dollars. On parle de valorisation boursière. Ce n'est pas leur chiffre d'affaires, c'est ce qu'ils valent en bourse. Donc 600 milliards de dollars, 110 000 employés, c'est le numéro 1 de la vente de smartphones, de tablettes et puis aussi de PC. Le deuxième, c'est Google. 550 milliards de dollars. S'il y avait quelqu'un ici qui soupçonnait la valeur boursière de Google, c'est 50 000 employés et c'est le numéro 1 de la vente de publicité en ligne. Vous avez Facebook, qui est un petit joueur avec seulement 300 milliards de dollars, mais 10 000 employés. Donc si on rapporte la valeur par rapport au nombre d'employés, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est le numéro 1 des réseaux sociaux. Et puis ensuite, vous avez Amazon, avec 173 milliards de dollars, qui est le premier site de vente en ligne. Donc les enjeux, si jamais vous voulez développer votre activité et développer votre business sur Internet, vous devez tenir compte de l'ensemble de ces choses, de ces éléments, et puis surtout savoir pourquoi les gens vont sur Internet. Ça ne va pas être une découverte pour vous. Les gens vont sur Internet pour trouver de l'information, font de la recherche. Ils y vont pour partager des informations dans un sens réseau social. Ils y vont également pour se renseigner sur vos entreprises. Donc ils y vont pour trouver des avis. Et puis bien sûr, une grande partie aussi pour se divertir et pour consommer, donc pour acheter, pour regarder des vidéos. YouTube est le deuxième moteur de recherche au monde, il faut quand même le savoir, et pour faire des jeux bien sûr sur Internet. Donc si vous voulez être vu par vos prospects, si vous voulez créer ce qu'on appelle des leads sur l'informatique, eh bien vous devez développer une stratégie qui va tenir compte de toute cette synergie. L'état des lieux actuellement, c'est que 92% des entreprises en France possèdent un site internet. Donc l'objectif, c'est pas de créer un site, l'objectif, c'est d'être devant les petits copains. C'est d'être vu avant les autres, vu avant ses concurrents. Sur ces 92% d'entreprises qui ont un site internet, 20% seulement ont une page Facebook. Et sur ces 20% qui ont une page Facebook, 30% seulement ont plus de 500 likes. Et ça s'explique parce que seulement 30% de ces entreprises mettent plus d'un post par mois. Or, Facebook est une stratégie de communication, c'est un outil qui vient en complément de votre site internet. Donc le but de cette intervention, de cet atelier, c'est de comprendre la logique internet, comprendre comment Google va analyser votre site internet, et puis quelles sont les différentes solutions qui s'offrent à vous pour pouvoir mettre en avant votre site, mettre en avant surtout votre entreprise et vos services.
Alors la première des choses, c'est on n'a jamais une deuxième occasion de faire une première impression. C'est très explicite, c'est la même position. Pourtant, il y en a une qui fait pro et il y en a une qui n'est pas du tout pro. Et c'est exactement ça. Et on voit souvent des sites internet, on se dit oh là là, c'est pas possible. Eh bien, ce site internet-là, lorsque l'on rentre sur ce site internet-là, on va avoir tendance à rester sur ce site internet. Sur ce site internet-là, on ne va pas avoir tendance à rester. Et ça, pour Google, ça s'appelle le taux de rebond. Ça dépend si tu recherches de l'artisanal. Oui, ouais, c'est carrément du freestyle. Du fait maison. Mais il faut bien comprendre une différence fondamentale aussi sur Internet, c'est que votre site Internet représente votre entreprise au travers de son image institutionnelle, en fonction de ses produits et de ses services, alors qu'une page Facebook, une page sociale, puisqu'il y a aussi LinkedIn, Viadeo, etc., elle est le reflet de votre esprit d'entreprise. Et un site Internet ne se gère pas comme une page sociale. Avec une petite précision avant qu'on rentre un peu plus dans le détail, il ne faut pas confondre le navigateur et le moteur de recherche. Le navigateur, c'est le bateau qui va vous permettre de surfer sur le web, sur Internet. Aujourd'hui, voilà les parts de marché. Le premier des navigateurs, c'est le navigateur de Google, c'est Chrome. Il fait 50% de parts de marché. Le deuxième des navigateurs, c'est Safari. 18% de parts de marché. C'est le navigateur qui permet de surfer avec des outils Apple. Le troisième navigateur, c'est Internet Explorer, c'est le petit sparring partner de l'Internet, c'est Microsoft. 8% de part de marché, c'est Firefox. Firefox, au départ, était un site que l'on appelle en licence libre, qui ne l'est plus, je crois. Et puis ensuite, vous avez tous les autres qui sont Opera, Android, etc., etc. Ça, ce sont les navigateurs. À ne pas confondre avec un moteur de recherche. Le moteur de recherche, le plus gros, 94% de part de marché, c'est Google. Arrive ensuite Bing, qui possède 3 et quelques pourcents de part de marché. Yahoo, et je ne vous parle pas d'Orange et tous les autres, qui n'apparaissent même pas dans les couleurs. Et voici quelques statistiques dont il faut prendre conscience quand on veut s'aventurer sur l'Internet. 82% des internautes s'arrêtent à la première page de Google. Donc si vous êtes en première page de Google, vous avez une chance de capter 82% des internautes. Si vous passez en deuxième page de Google, vous n'avez plus qu'à faire qu'à 18% de vos prospects. On va redire. La deuxième chose, c'est que 80% des internautes cliquent sur le premier résultat de la première page de Google. Et ensuite, ça descend. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en 4e position de la première page de Google, vous n'avez plus qu'à faire à 60% de vos prospects. C'est-à-dire que plus vous êtes en haut, plus vous êtes cliqué, plus vous descendez, moins vous êtes cliqué. Et aussi une stat importante, 70% des internautes pensent que les entreprises qui sont sur les 3 premiers résultats de recherche pensent que ce sont les entreprises les plus sérieuses. Ce qui est totalement faux. Bien d'accord, ce sont les entreprises qui sont le mieux référencées. Alors, celles qui payent si elles payent des sociétés comme la nôtre, parce qu'on va faire la différence ensuite. Mais quand tu payes de l'AdWords avec Google, par exemple, les campagnes AdWords ne représentent que 6% des clics. Mais Google gagne sa vie avec ça. Alors ça, c'est aussi une donnée intéressante, c'est-à-dire que la personne qui veut investir sur Google dans les campagnes AdWords doit pouvoir, avec son webmaster, définir le trafic sur une occurrence, par exemple coiffeur Périgueux, je dis n'importe quoi. Sur coiffeur Périgueux, eh bien, on doit pouvoir dire il y a tant de visites par mois sur coiffeur Périgueux, eh bien, je sais que je vais capter 6% de ces visites. Donc ça va me faire X clics sur mes visites, et donc X clics, X prospects qui vont venir sur mon site internet. Ils sont capables de donner les statistiques en fait. Ça c'est dans les outils Google Webmaster. On arrive à voir le trafic. Alors c'est des trafics à partir, c'est des trafics par 10 ou 20, par paquet de 10 ou 20 000. Si par exemple on est sur Orpailleur Périgueux, même Google va dire je ne sais pas dire combien de gens demandent ça. C'est pas possible. Ensuite, puisque Google trust 93-94% des parts de marché, la stratégie,
consiste à mettre en place une politique qu'on appelle SEO. SEO, c'est Search Engine Optimization, donc l'optimisation par les moteurs de recherche, qui fait appel au référencement naturel, qui fait appel aux campagnes Google AdWords et qui fait appel aux social networks, c'est-à-dire à une synergie avec les réseaux sociaux. Et voici la page la plus visitée au monde par jour. Elle est belle, hein? C'est la page d'accueil de Google. Il faut savoir qu'en dans le monde, en ce moment, enfin par jour, il y a 30 milliards de sites internet qui sont ouverts, qui sont consultés. Alors on n'arrive tous, pas toujours sur ces sites internet via Google, ce sont des liens, ça peut être autre chose, mais on estime que cette page est vue 20 milliards de fois par jour. Et pourtant, Google ne met aucune pub dessus. Si vous avez déjà été sur d'autres moteurs de recherche, c'est une horreur. C'est la foire à la saucisse, il y a tout ce qu'il faut. Google a réussi un tour de force extraordinaire, pas de pub, vous rentrez votre occurrence. Avec ici juste la partie Gmail, la partie Google Images, et puis ce petit carré là qui est la galaxie Google, derrière laquelle vous allez pouvoir trouver une quantité d'outils absolument phénoménaux, et pourtant Google est resté dans une simplicité absolue. Alors si jamais vous saisissez quelque chose ici, vous allez comprendre la différence entre référencement naturel et campagne AdWords. Si je tape leptictidium, le leptictidium est un animal qui a disparu, qui était au Trias, qui n'intéresse absolument personne, et en tout cas, aucune entreprise va vouloir vendre du leptictidium. Donc, il n'y a pas de pub sur cette page. Ça, c'est le service Google. C'est-à-dire que Google ne va pas toucher d'argent avec ça. Google pense que vous cherchez une information sur leptictidium. Et qu'est-ce qui fait que Google a réussi ce tour de force d'être le numéro 1 mondial des moteurs de recherche? C'est que le site qui apparaît là est le site qui va être la meilleure expérience possible pour un internaute. C'est ce site-là qui, selon Google, va parler le mieux du leptictidium. Avec ici une autre information, et ici quelque chose de très important sous votre moteur de recherche, le nombre de résultats. Vous trouvez 78 000 résultats. C'est-à-dire que Google est allé chercher partout sur le web et a trouvé 78 000 pages de sites internet qui parlaient du leptictidium. Énorme, hein? Ben, c'est que dalle. Vous allez voir pourquoi. Donc, si jamais maintenant je m'adresse à quelque chose qui va rémunérer Google, je tape immobilier Aquitaine, un autre genre de mot de passe, d'occurrence. Et bien là, dans le haut de la page, je vais trouver ce que l'on appelle les campagnes AdWords. Là, les trois présentes ici, sont des sociétés qui ont payé pour pouvoir être présentes sur le haut de la page. Et comment elles ont payé ça? Elles n'ont pas payé Google en disant bah, je paye tant par jour. Elles ont dit à Google, je vais mettre un budget de X euros par jour pour être présent sur cette occurrence. Si personne ne clique, je ne paye rien. Mais si quelqu'un clique ici, ok, je suis prêt à payer le coût au clic. Et le coût au clic dans l'immobilier, c'est à peu près 1 euro. Si vous êtes dans l'isolation de combles sur Bordeaux, par exemple, c'est à peu près 3 euros. Si vous êtes dans la coiffure, c'est 75 centimes d'euros. Si un client clique ici, admettons que ce soit 1 euro, eh bien le site va continuer jusqu'à ce que le nombre de clics ait atteint le budget que le client a défini. Le client dit je définis 10 euros par jour, ça me donne droit à 10 clics si le clic est à 1 euro. Le jour où le budget est atteint, il n'est pas dépassé, c'est juste le site qui est supprimé et on en propose d'autres. Supposez que tu donnes 10 euros par jour au premier jour, le site il est cliqué une fois, il reste 9 euros, est-ce qu'ils sont reportés sur le lendemain? Oui. Okay. Oui, c'est un budget qui n'est pas consommé. C'est un budget global. Oui, tout à fait, c'est un budget global. C'est un maximum en fait, il est capé. Arrive ensuite une autre information extrêmement importante, c'est le Google Maps. Sur vos entreprises, vous pouvez enregistrer vos entreprises sur ce qu'on appelle le Google Business, c'est-à-dire que vous enregistrez, vous géolocalisez vos entreprises. C'est quelque chose dont il faut tenir absolument compte. Et si on descend en dessous du Google Maps, en bas de la page, vous retrouvez le référencement naturel. Ce site-là n'a pas payé pour être là. Google pense que quand on tape Immobilier Aquitaine, c'est le site de la FNAIM qui est le plus pertinent pour répondre à cette question. C'est lui qui en parle le mieux selon Google. Et c'est lui qui sera cliqué 80% de fois
par les sur internautes. Google Business, pour que le résultat apparaisse, en fait, tu as créé ton compte Google Business, tu as mis les éléments dessus. Oui, il faut aller sur Google Business, il faut renseigner ces éléments, mais Google va t'envoyer un code de confirmation à domicile, puisque c'est fait par rapport à une adresse d'entreprise, et donc Google veut vérifier que ce soit Mais pas... après, même si tu n'as pas de site web, en fait, tu tapes le nom de ton entreprise, on est censé le retrouver derrière? Pas nécessairement. Oui, mais ne pas avoir de site web et vouloir faire du référencement, Oui, c'est un bien non-sens. mais est-ce que dans l'absolu, on peut trouver quand même l'entreprise? On pourrait. On pourrait. Oui, puisque en fait, dans le Google, alors j'ai pas d'exemple de Google Business ici, mais en fait, lorsque tu as l'affichage du Google Business, ouais, ça marche pas. Si tu cherches par exemple Christophe Rouja et que tu as ton Google Business, si tu n'as pas renseigné ton site internet, il n'y a pas l'onglet site internet qui apparaît. Je te demande ça parce que j'ai fait Google Business, je n'ai pas encore de site, je suis en cours de création. Ouais. Donc j'ai le nom de domaine que j'ai posé, etc. Mais quand tu tapes réplique, ça n'apparaît pas en fait dans les recherches. Absolument. Malgré que Parce que ton site Google internet Business va pouvoir relancer le Google Business et Google va dire bah, c'est un tout, c'est un ensemble. Et pour ce site tant qu'il n'y a pas de internet, site web, ça ne met pas le en fait. ça peut le mettre en ligne, mais c'est Google qui décide quand ça apparaît ou pas. Sauf si je cherche ton entreprise. Ensuite, je rencontre énormément de chefs d'entreprise qui me disent attendez, moi je suis en première page de Google, j'ai pas de souci. En oubliant juste le fait que chaque ordinateur a une adresse IP. Et comme Google a juste quelque chose au fond de son ADN qui est de dire je veux que mon internaute ait la meilleure expérience possible et la plus rapide possible, eh bien je vais retenir le trajet et les clics que font cette personne par rapport à cette adresse IP. Donc si vous vendez des carottes à Périgueux, vous tapez carottes Périgueux et puis vous trouvez le site meilleur vendeur de carottes à Périgueux, c'est votre site, vous le faites, vous le faites, vous le faites. Sauf que si vous faites une navigation in private, alors le raccourci pour un environnement Windows c'est CTRL majuscule P, si vous faites une navigation in private, eh bien vous allez ouvrir une fenêtre de navigation qui apparaîtra et qui fera comme si vous n'étiez jamais venu ou comme si votre adresse IP n'existait pas. Et là vous retapez carottes Périgueux, puis vous voyez que votre place réelle est en troisième page de Google, ou en deuxième, ou en quatrième page, etc. Qu'est-ce que regarde Google à l'intérieur de votre site? Il va regarder 4 éléments fondamentaux, et j'essaie vraiment de rester le plus schématique, parce que derrière, il y a des continents entiers. Donc il va regarder le contenu de votre site, sur une galaxie d'informations. Il va regarder également la confiance. La confiance, elle est résumée par le PageRank, mais elle est résumée aussi par l'ancienneté, par ce qu'on appelle les backlinks. Vous avez aussi le netlinking. Le netlinking, c'est comment votre site internet existe sur les réseaux sociaux également, et l'accessibilité. On va voir dans les détails un petit peu ce que ça représente. Donc votre site internet, quand Google regarde le contenu, si vous cherchez, bon, j'ai repris, vous savez, Immobilier Aquitaine. Donc là, sur le référencement naturel, vous avez en bleu Immobilier dans la région Aquitaine, fnim.fr. Ça, c'est ce qu'on appelle une balise title. C'est renseigné à l'intérieur de votre site internet. Vous avez ensuite ce qu'on appelle l'URL, www, le nom du site. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle la balise métadescription. Tout ceci doit faire un nombre de caractères minimum, un nombre de caractères maximum, doit reprendre des mots-clés qui correspondent à la recherche, et dans la description, vous devez retrouver aussi des mots-clés qui correspondent à la recherche. Et ça ne doit pas dépasser un certain nombre de mots. Si ça dépasse un certain nombre de mots, ça vous fait 3 petits points derrière. Et ça, c'est pénalisant pour le référencement. Et ce n'est qu'un des aspects du référencement. Il y a d'autres aspects. Quand on parle d'un site en format HTML, en fait, un site internet, il est réalisé avec un langage informatique. La plupart du temps, c'est du HTML. Et bien, lorsque Internet va regarder, Google va envoyer ses bots sur votre site internet pour le regarder régulièrement, il va regarder la balise titre, il va regarder la description, il va regarder si les photos sont bien renseignées. C'est-à-dire que souvent, vous avez un webmaster qui prend la photo qui s'appelle 000325.jpg et qui le met sur votre site internet. Quand Google passe dessus, il voit le nom de la photo qui s'appelle 000 machin. Sauf que si vous êtes vendeur de carottes, c'est mieux que la photo s'appelle vendeur de carottes à Périgueux. Sinon, c'est dévalorisant pour le référencement. Il va regarder aussi ce qu'on appelle les balises header. Donc, vous avez des balises à l'intérieur qui sont les titres et les sous-titres de votre site internet. Il va regarder aussi le ratio entre le langage de votre site internet, le langage HTML, et le texte en français, en bon français, qu'il y a à l'intérieur. Il va faire un ratio entre le nombre de textes
et le nombre de caractères HTML, et si ce ratio est faible, pour Google, il n'y a pas trop de contenu dedans, donc c'est pas très bien. Il va regarder aussi d'autres choses qui relèvent de l'ésotérisme, donc il va regarder le certificat W3C, les liens internes, les liens cassés, les cohérences entre les pages internes, etc., etc. Donc on a des outils qui permettent d'analyser chacun des sites. Il va aussi regarder comment votre site est structuré. La logique humaine n'est pas la logique Google. Comment vous expliquer ça? Souvent, dans un site internet, on voit nos services. Or, si vous vendez des carottes, il vaut mieux que ça s'appelle vendeur de carottes plutôt que nos services, la page du site. Et à l'intérieur, si vous mettez 5 sujets différents, Google va penser que c'est un peu le melting pot d'un fourre-tout de ce que vous avez voulu dire. Alors que si vous faites une page par service, Google va dire c'est cohérent. Donc si c'est cohérent, c'est une bonne expérience pour Internet. Ensuite, il va regarder donc la confiance. La confiance, c'est quand tu crées un site là. Il va commencer avec un score qui s'appelle le PageRank. Et ton PageRank, il part de 0 obligatoirement. Tu commences à exister dans le web. Si on s'appelle YouTube, si on s'appelle Wikipédia, notre PageRank, il peut monter jusqu'à 9. Eh bien, Google va regarder la valeur de ce site. Mais il va faire autre chose, c'est-à-dire que les sites qui sont avec un PageRank élevé sont des sites qu'on va qualifier de VIP. Et si jamais toi, ton site est recommandé par un site VIP, bah, tu vas récupérer un petit peu de sa notoriété. Et c'est ça qui va faire monter ton PageRank, c'est ce qu'on appelle le backlinking. Donc c'est-à-dire que si jamais un gros site internet parle de ton petit site internet, eh bien Google va lui donner une valeur, va lui faire monter en valeur. Et il va regarder aussi autre chose. Alors le netlinking, le backlink, pardon, c'est il faut s'inscrire sur des annuaires de référencement, mais il faut aussi aller sur des sites où on va faire parler de votre site, et depuis ce site-là, on va cliquer sur votre site internet. C'est-à-dire que ce sont des liens qui vont amener l'internaute sur votre site. Et on va regarder aussi la fraîcheur du contenu. Google, aujourd'hui, demande à ce que les sites internet aient une actualité. Si vous faites un site et qu'il est figé dans le temps, bah vous perdez des points au fur et à mesure. Alors il existe aujourd'hui ce qu'on appelle des API, des API qui permettent de pouvoir mettre de l'actualité, c'est d'aller chercher des textes au sein de votre site internet, renseigné dans une page perdue au fond du site, et d'aller le mettre sur la page d'accueil du site, et lorsque Google passe avec ses Googlebots, il dit « Ah tiens, ça a changé, c'est bien, donc c'est un site d'actualité ». Là aussi, c'est un peu le foutoir, donc on ne va pas en parler, mais disons que depuis 2 ans maintenant, 52% des sites internet sont consultés par des supports qui sont des tablettes et des smartphones. Donc les ordinateurs et les PC et les ordinateurs type tour sont devenus moins consultés, enfin sont devenus des supports qui sont moins utilisés que les tablettes et les smartphones. Donc pour ça, comme les tablettes et les smartphones ont tous des tailles différentes d'écran et d'utilisation, le site doit être ce qu'on appelle Google Responsive, c'est-à-dire qu'il doit pouvoir s'adapter à la taille de votre matériel. J'essaie de rester simple, hein, mais c'est un peu plus complexe que ça. Il va regarder aussi bien d'autres choses pour l'adaptabilité du site internet. Donc vous l'aurez compris, être présent sur internet, c'est pas juste je fais mon site et puis j'espère que ça va monter en mettant une adresse URL qui correspond au service que j'ai. Ça va procéder d'une démarche marketing, d'une approche marketing de comment vous voulez être vu, comment vous simplifiez votre approche et comment vous expliquez cette approche à l'internaute. Il faut que ce soit une bonne expérience pour l'internaute. Il existe aussi autre chose parce que faire monter son site sur les premières pages de Google, ça peut être long, ça peut même être très long. C'est-à-dire que là, on a vu des réponses à 78 000 réponses pour les petits-idiomes, mais je ne vous ai pas montré, mais le nombre de réponses pour Immobilier Aquitaine, c'est 5 800 000 réponses. Donc pour être la première page de réponse sur 5 800 000 concurrents, ça peut être très long parfois pour monter. Donc Google va se rémunérer avec ce qu'on appelle les campagnes AdWords. Donc on en a parlé, et ces campagnes AdWords, elles sont extrêmement bien faites, c'est-à-dire que Google gagne des milliards d'euros et de dollars. C'est pas un hasard, c'est qu'ils ont développé des outils qui s'appellent les outils Google pour Webmaster, et ce sont des outils qui sont très très utiles,
et qui vont vous permettre de définir les mots-clés, de faire de la géolocalisation, de même définir l'heure à laquelle vous voulez que votre annonce apparaisse sur les hauts des pages. Et il va vous donner des outils qui ressemblent un petit peu à ça. Là, on est sur coiffeur, par exemple. Donc, on est dans une catégorie mode et tendance. Et sur cette catégorie-là, Google va même vous proposer d'autres mots-clés. Visagiste, relooking, coiffeur, etc. Barbier, c'est quelque chose d'à la mode aussi. Et donc, va vous proposer d'acheter du clic. Donc, vous allez définir. Donc là, pour coiffeur, barbier, etc., on est entre 0,62 et 0,74 € le clic. Mais ça dépend aussi de la géolocalisation. Si vous voulez être une agence immobilière sur Paris, ce sera un petit peu plus cher qu'une agence immobilière sur Périgueux. Donc pour ça, vous pouvez le gérer vous-même. Bonne chance. Ou alors, vous pouvez faire appel à des entreprises qui sont qualifiées Google Partners. Donc Google a reconnu que ces entreprises maîtrisaient les outils Google. Il faut savoir que le coût au clic, ce n'est pas celui qui va mettre le plus cher sur l'annonce, qui va forcément être en haut. Je m'explique. Si jamais dans votre site internet, je reprends l'exemple des carottes, vous vendez des carottes, mais aussi des poireaux et des navets, et puis vous faites une pub pour dire je vends des carottes, et que votre landing page, c'est-à-dire le lien qui emmène sur votre site, arrive sur la page qui parle des poireaux, Google va le voir et va dire ben non, c'est pas une bonne expérience, même si tu payes, tu n'es pas obligé de dire n'importe quoi à mes clients. Donc Google va vous faire passer après ceux qui seront le plus pertinents dans leur définition. Et une fois que vous aurez ça, Google vous donnera des outils pour mesurer ce qu'on appelle le ROI, le Return on Investment, c'est-à-dire comment vous avez investi, est-ce que vous avez investi, vous a rapporté ou pas, etc. Reste maintenant à voir donc les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, il y en a une pléthore, hein. On a Facebook, LinkedIn, Viadeo, Twitter, Periscope, j'en passe et des meilleurs. Commencez par vous, on est toujours dans de la prospection et du ciblage. Donc, commencez par vous poser la question, qui sont mes clients? Est-ce que vos clients sont des particuliers, B2C, ou est-ce que vos clients sont des entreprises, B2B? Vous n'allez pas utiliser le même support pour aller prospecter ces personnes-là. Aujourd'hui, on va parler de Facebook, parce que LinkedIn et Viadeo sont dans une tourmente en ce moment. LinkedIn vient d'être racheté par Microsoft et ils ont fait... je crois qu'ils se sont tirés une balle dans le pied. Viadeo vient d'être racheté, le nouveau directeur de Viadeo était l'ancien directeur de... c'était comment? C'était PayPal. Voilà, c'était le gars qui s'occupait de PayPal. Et donc il n'a pas encore annoncé ce qu'il allait faire, mais je pense que LinkedIn vient de lui faire un boulevard, là, en modifiant toutes ces choses. Avec Facebook, ben, on peut mettre les gens à poil. On peut vraiment savoir ce qu'ils font. Mais pour ça, il faut s'intéresser. C'est-à-dire que vous soyez sur LinkedIn, Viadeo ou sur Facebook, la grande différence, c'est que tout le monde y va, tout le monde est présent, c'est ce qu'il faut faire. Mais ce qu'il faut faire à 90-95%, c'est s'intéresser aux autres. C'est comme dans la vraie vie, c'est pas parce que c'est de l'informatique ou du virtuel qu'il ne faut pas le faire. Et donc, il y a quelque chose dans ces réseaux sociaux qui est systématique, qui est le fil d'actualité. Eh bien, il faut faire défiler ce fil d'actualité, il faut réagir, il faut interagir avec les autres. C'est comme ça qu'on crée du lien. Sur Facebook, les gens n'y vont pas pour se prendre de la pub. C'est insupportable. Vous avez tous... Qui n'a pas Facebook ici? Ça, c'est pas bien. Mais sur la salle, c'est normal. On a toujours quelqu'un qui n'a pas Facebook. Mais par contre, il y a Thomas qui n'a pas levé le doigt. Tu n'as pas Facebook non plus. Mais quand on est sur Facebook, on y va pour se distraire, on y va pour regarder un peu ce que font les amis Facebook. Mais c'est quelque chose qui est insupportable lorsqu'on se prend de la pub. Et souvent, on a des entreprises qui vont sur Facebook et qui font pub. On s'en prend 5000 messages par jour publicitaires. Donc quand on va sur Facebook, c'est de la distraction, c'est pas pour se prendre de la pub. Donc quand je dis que l'animation d'une page sociale, c'est le reflet de votre esprit d'entreprise, parlez de choses, parlez de vos clients, racontez des success stories, faites en sorte de mettre de l'humain, et à ce moment-là, vous aurez des résultats. Voici une donnée importante aussi qui est en train d'évoluer, c'est-à-dire que plus de 75% des utilisateurs ont entre 13 et 45 ans. Mais c'est en train de se modifier, c'est-à-dire que les personnes âgées commencent à venir sur Facebook en disant « Mon petit-fils m'a parlé de Facebook Messenger, qu'est-ce que c'est ?»
Alors voilà une page typique d'un journal Facebook. Donc Facebook, vous avez le journal et puis vous avez les pages entreprises. Il faut avoir une page, il faut avoir un journal, c'est-à-dire quelque chose qui soit utilisé par une personne. Vous ne pouvez pas créer un journal en tant qu'entreprise. Mais à partir de ce journal, vous pouvez créer une page entreprise. La différence fondamentale entre un journal et une page entreprise, c'est que le journal peut aller voir d'autres amis et demander à être ami, alors qu'une page entreprise ne peut pas aller draguer les clients. Elle n'a pas le droit. Donc les gens décident de devenir fans ou pas. Et donc vous avez ici toute la sphère de possibilités. Vous avez les groupes d'amis, vous pouvez ici gérer vos pages fans, vos pages entreprises, etc. Et vous pouvez participer à des groupes. Les groupes Facebook sont très très puissants. Ici vous avez le fil d'actualité. Donc là c'est Chloé Delande qui a réussi son permis de conduire. Et il faut la féliciter. Bien. Bravo Chloé. Il faut la féliciter. C'est super, c'est génial et c'est ce qu'il faut faire parce que c'est humain. Et parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir faire voir votre entreprise et faire voir que votre entreprise s'intéresse aux personnes. Et puis ici, vous avez les demandes d'amis et puis l'actualité, c'est-à-dire que Facebook va vous donner de l'information sur ce qui s'est passé vous concernant. Voici ce que c'est qu'un post sur Facebook. Donc celui-ci a été fait non plus à partir de mon journal mais à partir de ma page fan. C'est lorsqu'en début d'année, j'ai animé une formation à la CCI sur comment prospecter. Non, c'était la psychologie de l'acheteur. Et donc, j'étais avec des étudiants, une vingtaine d'étudiants. Donc, le petit poste, c'est 2 jours de formation en psychologie de l'acheteur à la CCI, 12 participants très motivés avec le petit smiley. On ne se permet pas de mettre un petit smiley dans un courrier commercial, on ne se permet pas de ça. Dans Facebook, il faut. Et il faut surtout faire ça. Et puis là, vous avez cette page fan que j'ai, elle a 250 amis à peu près. J'ai quand même touché 2434 personnes avec. Michel qui est ici m'a dit qu'aujourd'hui il avait eu un contact parce que sur sa page ITLB, combien d'amis sur ta page ITLB? Je suis 240. 240 amis, il y a quelqu'un qui l'a appelé parce qu'on avait posté une vidéo d'une de tes conférences et la personne l'a appelé de Nantes en lui disant j'ai vu ça, ça m'a intéressé. Ouais, j'ai rendez-vous pour une offre. Et tu as rendez-vous pour une offre. Et bien sûr, vous pouvez booster votre communication, c'est-à-dire que comme Google, vous pouvez payer Facebook pour faire de la pub. Alors, attention, parce que la quantité de personnes qui mettent de 3 € sur une pub et qui disent ça marche pas, c'est normal. Enfin, je veux dire, la pub, on investit et on regarde. On peut aussi relancer son site internet, aussi un autre genre de post, là je l'ai fait pour ProRef, avec ce qui s'est passé pour notre cliente à Bordeaux, où on l'a emmené en première page, c'est exceptionnel, en quelques mois on l'a mise en première page de Google. Et on met une photo que l'on souhaite, on peut relancer sur le lien vers notre site internet, et là ça permet de renforcer le référencement du site internet. Les conseils pour animer sa page Facebook, c'est choisir un ton léger. Il ne faut surtout pas être trop sérieux. Mais cordialement, il faut éviter. Oui, cordialement, on est les plus beaux, les plus forts, les meilleurs, tout ça on oublie. Pas de politique, pas de graveleux, pas de porno, bien entendu, pas de religion, pas de... Il faut savoir que les gens sur Facebook sont le reflet de ce que vous entendez dans les statistiques. Donc si vous avez 100 amis, ben vous avez du FN, vous avez du socialiste, vous avez du droite, surtout en ce moment, hein, c'est très chaud. Donc si vous voulez vraiment que ça réagisse, vous balancez un petit truc sur un homme politique, vous pouvez être certain que 50% des gens ne vont pas vous aimer. Oups, qu'est-ce qui s'est passé? Je touche à rien, je vais tout casser. Merci. Donc choisir un ton léger et puis surtout mousse et pampre. Hein. C'est la planète des bisounours et on ne prend pas de sujet clivant. Ensuite, on a définir la fréquence de ses publications, on va voir comment. Éviter de vendre ses produits ou ses services. Ça paraît stupide, mais on ne vend, quand je disais storytelling tout à l'heure, j'avais un assureur l'autre jour qui voulait faire une communication en disant vous n'êtes pas content des assureurs, donc nous on est un super assureur parce qu'on vous écoute, non. Je dis non, surtout pas, pas de message négatif. Donc je lui ai dit quel est le dernier client que tu as aidé et en combien de temps tu l'as aidé? Monsieur X, on l'a aidé, il a eu un accident de voiture avec un chevreuil, et bien une semaine plus tard il a retrouvé sa voiture, on s'est débrouillé pour que l'expert passe, etc. Et c'était un storytelling. Éviter de vendre ses produits, c'est plutôt mettre en avant les avantages de votre entreprise, les avantages de vos services.
Vous pouvez aussi reprendre les posts de des gens qui sont fans. C'est ce que je fais pour la page d'Inabaye. Je relance pour les adhérents d'Inabaye ce que eux publient et je trouve ça plutôt sympa. L'autre jour, tu as publié une vidéo qui était assez marrante sur le recrutement avec des gens qui... C'était quoi? C'était ce qu'on a vraiment envie de dire lors d'un recrutement dans un C'est la différence entre ce qui est dit pendant l'entretien et ce que le candidat aurait vraiment envie de dire. Voilà, et ça c'est très drôle. Et pourtant tu fais de l'externalisation de RH et c'est censé être sérieux, etc. Mais sur Facebook on peut se permettre. Et il faut se permettre. Avoir une ligne éditoriale et s'y tenir, c'est aussi se dire en amont comment je vais communiquer. Et le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est d'avoir un planning. Donc là, vous avez un planning janvier-février, donc sur 6 mois. Et sur ces 6 mois, vous allez placer les événements clés. La Saint-Valentin, le printemps. C'est aujourd'hui le printemps. Ah, j'ai publié sur le printemps, c'est normal, c'est aujourd'hui. Il y a 2 cochons qui sont en train de manger à la gamelle, il y en a un qui fait c'est le printemps. Oh, mince, ça veut dire que c'est l'époque des barbecues qui vont commencer. Voilà. Ça fait marrer, mais ça relance. Et ça participe à ma notoriété. Et puis, vous mettez aussi ce qui correspond à votre actualité dans votre entreprise. Donc si vous sortez un nouveau catalogue, par exemple, ou si vous avez une actualité récurrente dans votre entreprise, c'est important de le placer. Une fois que vous avez placé les grands événements, les temps forts sur les mois, eh bien vous passez à la semaine, et il faut, dans l'idéal, placer une communication par jour. Dans cette communication par jour, vous allez mettre en avant, par exemple, le lundi 1er janvier, la bonne année, bien entendu. Le 2 janvier, vous allez mettre en avant un produit ou un service de façon positive, c'est-à-dire quel est l'avantage de ce produit ou service. Ensuite, le mercredi, c'est la fin des fêtes, un petit conseil sur le régime. Ensuite, le jeudi, vos droits, c'est-à-dire que je suis dans un métier avec une législation, qu'est-ce que je peux donner comme avantage ou comme information, donc je peux aller cliquer sur des sites institutionnels. Le vendredi, je mets en avant un client, ça va lui faire plaisir, et puis moi aussi, et puis ça fidélise. Vous savez, dans une entreprise, on a toujours une évaporation de ses clients, ça s'appelle le nurturing, donc on a 10% de ses clients qui s'évaporent. Grâce à Facebook, on peut fidéliser un peu ses clients. Et le samedi, vous pouvez donner un conseil qui aurait un rapport avec votre entreprise. Et puis, toujours dans la semaine, vous savez à quel moment, exactement, vous allez pouvoir lancer l'actualité. Donc le 11 janvier 2017, c'était le début des soldes. Moi, généralement, je mets une photo avec des nanas hystériques qui se précipitent dans les magasins, pardon mesdames, mais c'est comme ça que ça fait marrer, ça relance. Pardon? Dimanche, c'est volontaire? J'ai pas mis le dimanche parce que, moi je publie le dimanche, mais je veux dire, on va pas publier 7 jours sur 7 quand on a une entreprise. Je le fais, mais c'est... Sinon, tu veux le programmer à l'avance. En fait, tu peux le programmer à l'avance. Le dimanche, on peut se permettre aussi, par exemple, sur YouTube, il y a des vidéos de conférences, il y a des choses intéressantes, les TEDx, etc. C'est ce que j'ai fait l'autre jour. C'est assez intéressant parce que c'est divertissant. On peut aussi, si vous êtes passionné d'astronomie, par exemple, faire partager un reportage sur l'astronomie ou ce genre de choses. Ils sont plus légers et moins impliquants professionnellement. Sachez, avant de vous lancer dans l'animation d'une page, ce que vous voulez faire exactement. Prospection, notoriété, développement, publicité, partage, etc. Ce sont des stratégies que vous devez définir avant de vous lancer. Et en conclusion, définissez des objectifs précis, que ce soit une stratégie de présence sur Internet, que ce soit une stratégie de présence sur les réseaux sociaux, généralement il faut les mélanger. Définissez votre cible. Qui vous voulez atteindre? Qu'est-ce que vous attendez de cette prospection? Qu'est-ce que vous attendez de ce retour? Et j'ai même des clients qui me disent « Ouais, mais j'arrive en première page, c'est ce que je veux, etc. » Et on ne voit même pas le numéro de téléphone du site internet qui apparaît en gros en première page. C'est dommage. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire de votre site? Qu'est-ce que vous voulez faire de votre page? Comment vous voulez mesurer ça? C'est important et c'est ce qui vous permettra de pouvoir développer vos ventes. Voilà. Mais écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. En tout cas, c'était un plaisir de pouvoir vous parler de ça. J'ai vu vos yeux de temps en temps faire ah oui, ah non, etc. C'était parfait. En tout cas, je vous remercie et puis je vous souhaite une bonne soirée. En tout cas,